Le mardi matin a tout changé, pas graduellement, pas dans ce rythme diplomatique lent que les analystes du nucléaire prédisaient depuis des années. Tout a changé, avec une seule mesure vérifiée, confirmée par des inspecteurs internationaux, recoupée par le renseignement du Pentagone et discrètement reconnue par tous les grands gouvernements de la planète, comme le moment où le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle ère. L'Iran a enrichi de l'uranium à 90% de pureté, au niveau militaire. Et le gouvernement des États-Unis a maintenant confirmé officiellement que l'Iran se trouve à 14 jours d'un cœur d'armes nucléaire. Pas 14 mois, pas 14 ans, 14 jours. Le genre d'échéancier qui fait s'effondrer toutes les hypothèses sur lesquelles les décideurs occidentaux ont bâti leur stratégie envers l'Iran depuis 2 décennies, chaque cadre diplomatique, chaque régime de sanctions, chaque ligne rouge tracée, retracée, puis discrètement effacée pendant que personne ne regardait. C'est pas une crise qui se dirige vers un point de rupture. Le point de rupture est arrivé mardi matin. Et le monde commence seulement maintenant à comprendre ce que cela signifie. Soyons précis sur ce que représentent vraiment 14 jours, parce que c'est là que la plupart des couvertures médiatiques se trompent, et que les implications stratégiques deviennent réellement terrifiantes. 14 jours, ce n'est pas le temps nécessaire pour construire une ogive nucléaire complète et livrable. C'est le temps nécessaire pour convertir le stock existant d'uranium enrichi à 90% de l'Iran en un cœur fissile configuré pour une arme, le paquet physique, le composant qui rend tout le reste possible. Une fois cette conversion terminée, une fois que le gaz d'hexafluorure d'uranium devient de l'uranium métallique solide, usiné selon la géométrie sphérique précise requise pour une détonation nucléaire, le point de non-retour est franchi. L'arme existe dans sa forme essentielle. Tout ce qui vient ensuite, la miniaturisation de l'ogive, l'intégration au système de livraison, les essais de fiabilité, ce sont des problèmes d'ingénierie, des problèmes sérieux, des problèmes qui exigent des mois de travail supplémentaires, mais ce ne sont pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est le cœur fissile, et l'Iran est à 14 jours de l'avoir. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a confirmé l'enrichissement à 90% grâce à des prélèvements environnementaux au site souterrain d'enrichissement de Fordo, en utilisant la surveillance des cascades de centrifugeuses et plusieurs techniques de mesure indépendantes pour vérifier ce que de nombreux services de renseignement soupçonnaient depuis des mois, 60 kg d'uranium enrichi à 90%. C'est ce chiffre qui a empêché les responsables du Pentagone de dormir lorsqu'ils l'ont présenté à des journalistes spécialisés en défense 6 heures après la publication du rapport de l'AIEA. 60 kg suffisent pour 2 à 3 cœurs d'armes nucléaires. Chaque arme nécessite environ 20 à 25 kg de matière de qualité militaire selon le degré de sophistication du design. L'Iran possède le matériel pour un petit arsenal. Pas une seule arme de démonstration, un arsenal. Et derrière ce stock de 60 kg se trouve environ 120 kg d'uranium enrichi à 60% de pureté, un matériau que les cascades de centrifugeuses existantes de l'Iran, les modèles avancés IR 6 et IR, 8 opérant à Fordo et Natanz, peuvent pousser au niveau militaire en 12 à 14 jours par lot. L'Iran ne possède pas seulement aujourd'hui de la matière de qualité militaire. L'Iran possède une chaîne de production qui en produit continuellement davantage. Voici ce que personne, dans l'analyse dominante, ne dit assez clairement. Le rapport de l'AIEA et l'évaluation du Pentagone, pris ensemble, ne décrivent pas une crise que les gouvernements occidentaux peuvent gérer avec les outils qu'ils utilisent depuis 20 ans. Les sanctions existent déjà à leur intensité maximale. La campagne de pression maximale a imposé des restrictions complètes à l'économie iranienne. 6 années passées sous ces sanctions ont appris au gouvernement iranien et à l'économie iranienne comment s'adapter, comment trouver des voies de contournement, comment maintenir une infrastructure d'enrichissement malgré la pression financière. La diplomatie a produit l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de JCPOA, qui limitait l'Iran à un enrichissement de 3,67% et un stock de 300 kg. Le niveau d'enrichissement actuel de l'Iran est 24,5 fois plus élevé que ce maximum convenu.
L'accord s'est effondré lorsque les États-Unis s'en sont retirés en 2010 à 8 et le programme iranien s'est accéléré à travers chaque tentative diplomatique ultérieure de rétablir des contraintes. Les outils qui étaient censés empêcher ce résultat ont été utilisés et ils ont échoué. Et le mardi matin en est la preuve. Il faut comprendre ce que signifie 90% sur le plan technique parce que ce chiffre n'est pas arbitraire. L'uranium destiné aux réacteurs civils de production d'électricité nécessite un enrichissement entre 3% et 5%. Les réacteurs de recherche, ceux utilisés pour la production d'isotopes médicaux et l'expérimentation scientifique, nécessitent un maximum de 20%. Il n'existe aucune application civile, aucune qui exige un enrichissement de l'uranium au-delà de 20%. Le saut de 20% à 90% sert exactement un objectif. L'Agence internationale de l'énergie atomique, le département de l'énergie des États-Unis et les lignes directrices de mise en œuvre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires reconnaissent tous 90% comme le seuil où l'uranium devient uniquement adapté à un usage militaire. Quand l'enrichissement iranien est passé de 89,7% à 90%, il n'a pas franchi un simple point de pourcentage dans une progression graduelle. Il a franchi la ligne entre un programme qui pouvait théoriquement conserver une justification civile et une matière qui n'a aucune application pacifique. Le statut juridique s'est transformé, la catégorie stratégique s'est transformée. Tout ce qui découle de cette transformation est maintenant le problème que Washington, Jérusalem, Riyad et toutes les autres capitales ayant un intérêt dans la stabilité du Moyen-Orient doivent résoudre en temps réel. Le développement parallèle est ce qui rend ce moment catégoriquement différent des étapes antérieures de l'histoire nucléaire iranienne. L'enrichissement seul serait préoccupant. Ce que la communauté du renseignement a documenté parallèlement au programme d'enrichissement, c'est la raison pour laquelle l'évaluation de 14 jours existe. L'Iran a développé une expertise dans la conversion de l'uranium en métal, le processus qui transforme le gaz d'uranium en métal solide pour des cœurs d'armes. L'Iran a poursuivi la conception de l'anti-explosif, ces charges explosives de forme précise qui compriment symétriquement un cœur fissile afin d'atteindre la supercriticité. L'Iran a travaillé sur la technologie des initiateurs neutroniques, le mécanisme de déclenchement qui lance la réaction en chaîne au moment précis de compression maximale. L'Iran a réalisé des progrès documentés dans la miniaturisation d'ogives pour une livraison par missile balistique. Ce ne sont pas des technologies nucléaires pacifiques à potentiel dual. Il n'existe aucun design de réacteur, aucun programme de recherche, aucun processus de production d'isotopes médicaux qui exige une configuration de lentilles explosives ou le développement d'initiateurs neutroniques. Ce sont des programmes de développement d'armes. L'AIEA a documenté des préoccupations à leur sujet. La communauté du renseignement les a tous suivis. Et la réussite d'enrichissement annoncée mardi matin est la pièce maîtresse au sommet d'une structure de développement parallèle en construction depuis des décennies. L'échéancier de 14 jours se divise en étapes techniques précises. La conversion de l'hexafluorure d'uranium en uranium métallique nécessite 3 à 5 jours. Cette étape transforme la forme gazeuse dans laquelle l'uranium enrichi est stocké et mesuré en forme métallique solide, requise pour la fabrication d'un cœur d'arme. L'usinage du cœur façonne l'uranium métallique selon la géométrie sphérique ou cylindrique précise, requise pour le design à implosion. Ce processus nécessite 5 à 7 jours supplémentaires. L'assemblage des lentilles explosives qui configurent le système d'implosion explosif puissant autour du cœur fissile nécessite 3 à 4 jours. Les mesures de vérification de qualité, qui confirment que les spécifications de masse critique et les tolérances géométriques répondent aux exigences du design d'armes, nécessitent 1 à 2 jours. Le total est de 12 à 10 à 8 jours, avec 14 comme estimation médiane du Pentagone. C'est la fenêtre entre une décision de la direction politique iranienne et la possession par l'Iran d'un paquet physique d'armes fonctionnelles. Maintenant, considérez l'espace de décision que cela laisse aux États-Unis, à Israël et à la communauté internationale. Pendant 20 ans, la théorie opérationnelle de la diplomatie de non-prolifération envers l'Iran était qu'une pression suffisante. Un temps suffisant
et un engagement diplomatique suffisant pouvaient soit convaincre l'Iran d'abandonner son programme d'armes, soit détecter et perturber les progrès avant que le seuil ne soit franchi. Cette théorie supposait que le seuil avait une valeur, que prévenir l'Iran d'atteindre l'enrichissement de qualité militaire était réalisable et valait l'effort soutenu des régimes de sanctions, des opérations de renseignement, des programmes de perturbation clandestins et des négociations diplomatiques. Le rapport de l'AIEA de mardi matin documente que le seuil a été franchi. La théorie n'est plus opérationnelle. Ce qui la remplace, c'est la question réellement difficile que les gouvernements occidentaux ont passé 2 décennies à éviter d'affronter directement. 3 voies réalistes existent à partir de ce moment. Aucune n'est propre, aucune ne restaure le monde d'avant mardi matin où l'Iran approchait d'un seuil au lieu de l'avoir franchi. La première voie implique que les États-Unis et leurs alliés acceptent officiellement l'Iran comme État nucléaire au seuil de l'arme et négocient des contraintes sur la militarisation plutôt que de tenter un recul de la capacité d'enrichissement. Cela signifie reconnaître que le savoir-faire en enrichissement, l'infrastructure de centrifugeuse et l'expertise en développement d'armes ne peuvent être éliminés par aucun moyen, sauf un changement de régime ou une occupation physique. Cela signifie concentrer l'effort international sur ce qui peut encore être contrôlé. Il s'agit de la conversion de matières enrichies en armes réelles plutôt que de ce qui a déjà échappé au contrôle. Le cadre impliquerait que l'Iran s'engage à maintenir son stock sous les seuils de militarisation, accepte une surveillance continue de l'AIEA avec observation en temps réel et s'engage à ne pas procéder à des essais ni à une intégration au système de livraison en échange d'un allègement des sanctions et de garanties de sécurité des grandes puissances. La Russie et la Chine serviraient de garants, un rôle qui leur donne un levier substantiel sur la mise en œuvre de l'accord. L'Iran obtient une reprise économique et la sécurité qui vient de la reconnaissance internationale de sa position acquise. Les États-Unis et leurs alliés obtiennent un État proche de l'arme, surveillé, plutôt qu'une crise active de militarisation. Le coup est un régime de non-prolifération qui a visiblement échoué à empêcher un signataire du TNP d'atteindre l'enrichissement de qualité militaire et la cascade de prolifération qui suit lorsque l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte tirent la leçon évidente du succès iranien. La deuxième voie est militaire, des frappes de l'armée de l'air israélienne, des opérations de bombardiers furtifs américains B-2 ou des opérations combinées visant les halls d'enrichissement souterrain de Fordo, les cascades de centrifugeuses de Natanz, les installations de conversion d'uranium à Ispahan, des sites présumés de développement d'armes et des entrepôts de missiles balistiques pour priver l'Iran de systèmes de livraison. La logique militaire est simple. L'Iran est à 14 jours d'un cœur d'armes. La prévention exige une action maintenant, avant que ce cœur existe. Parce qu'une fois qu'il existe, la fenêtre de prévention est fermée. La bombe GBU-57, appelée Massive Ordnance Penetrator, transportée par des bombardiers B-2, a été conçue précisément pour des cibles comme Fordo, situées à 90 mètres sous terre, sous du béton renforcé. Des frappes multiples sur le même site peuvent faire s'effondrer des tunnels que des pénétrateurs individuels ne peuvent pas atteindre. Le problème du ciblage n'est pas insurmontable. Le problème, c'est ce qui se passe le matin suivant la première frappe. L'inventaire de missiles de l'Iran s'active immédiatement. Il comprend des missiles balistiques de portée moyenne capables d'atteindre Tel Aviv, Riyad, les bases américaines en Irak, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Le Hezbollah, avec son arsenal estimé à 150 000 roquettes, ouvre un deuxième front depuis le Liban. Les forces Houthis au Yémen élargissent leur ciblage. Les essaim de petites embarcations iraniennes et les missiles antinavires s'activent dans le détroit d'Ormuz. Les prix du pétrole dépassent $200 le baril lorsque les infrastructures énergétiques du Golfe sont endommagées et les marchés de l'assurance bloquent les transits pétroliers. La frappe achète du temps mesuré en années, pas en décennies, parce que le savoir-faire en enrichissement ne peut pas être bombardé et que l'Iran reconstruit. La guerre qu'elle déclenche n'a aucun point final défini. La troisième voie est celle qui transforme durablement tous les calculs dans la région. L'Iran décide que le statut de seuil est insuffisant,
que l'ambiguïté d'une capacité proche de l'arme le rend vulnérable exactement au type de frappe préventive que décrit la deuxième voie, et prend la décision de militariser et de tester. Une détonation nucléaire souterraine dans le désert de Lout, une signature sismique détectée par des stations de surveillance dans le monde entier, confirmée comme nucléaire par des prélèvements de radionucléides. L'Iran annonce son statut d'État doté de l'arme, déclare une posture de dissuasion minimale et sort du manuel nord-coréen que Pyongyang a prouvé efficace pour la survie du régime. Le régime de non-prolifération s'effondre en temps réel. Le programme nucléaire de l'Arabie saoudite passe de la phase de recherche à la poursuite active. La Turquie recalcule. L'Égypte recalcule. Chaque État dans une région qui contient maintenant un Iran doté de l'arme nucléaire recalcule. La logique de dissuasion qui a stabilisé l'Europe et empêché un conflit direct entre superpuissances pendant 70 ans arrive au Moyen-Orient avec toute l'instabilité qui l'accompagne. Personne n'attaque l'Iran. L'Iran ne peut plus être attaqué. Le régime qui a accepté 2 décennies de sanctions, d'opérations clandestines et de pression internationale, pour atteindre ce point, a obtenu la garantie de sécurité absolue qu'il recherchait. Le coût pour l'ordre international est la démonstration permanente que l'appartenance au TNP ne constitue aucun obstacle à la capacité d'armement pour un État prêt à en payer le prix. La distribution des probabilités entre ces 3 scénarios, environ 45% pour des contraintes négociées sur le statut de seuil, 30% pour des frappes militaires et 25% pour une militarisation et des essais iraniens, reflètent quelque chose d'important sur le moment actuel. Le résultat le plus probable est aussi le plus inconfortable pour un ordre international fondé sur des règles. Bâti sur l'hypothèse que les États dotés d'armes nucléaires forment un club fermé, accepter l'Iran comme État du seuil sous surveillance signifie accepter que les règles d'adhésion du club ont échoué. Cela signifie regarder la cascade de prolifération qui suit. Cela signifie vivre avec un Moyen-Orient où l'équilibre de dissuasion est maintenu par la décision de l'Iran de ne pas militariser plutôt que par l'interdiction du droit international de le faire. C'est un équilibre instable. Il tient jusqu'au moment où il ne tient plus. Ce que le rapport de l'AIA et l'évaluation du Pentagone ont confirmé ensemble, ce n'est pas seulement une étape technique dans le programme nucléaire iranien. Ils ont confirmé l'échec d'un effort international de 20 ans visant à empêcher exactement ce résultat avec tous les outils non militaires disponibles aux gouvernements les plus puissants du monde. Les sanctions n'ont pas arrêté l'enrichissement. La diplomatie a produit des accords qui se sont effondrés. Les opérations clandestines ont retardé le programme, mais ne l'ont pas arrêté. La surveillance du renseignement a documenté des progrès que l'architecture d'application n'a pas pu arrêter parce que les membres permanents du Conseil de sécurité ne s'entendent pas sur ce que vaut l'arrêt du programme iranien. Le programme a continué, les centrifugeuses ont tourné, les niveaux d'enrichissement ont grimpé et mardi matin, des inspecteurs prélevant l'air à Fordow ont confirmé ce que la physique avait toujours promis possible pour un État qui le voulait suffisamment et qui était prêt à en payer le prix assez longtemps. 14 jours. Ce chiffre définira la prochaine phase de l'histoire du Moyen-Orient plus que n'importe quel événement diplomatique, opération militaire ou train de sanctions des 2 dernières décennies. Peu importe lequel des 3 scénarios se déroule en premier, ce qui compte, c'est que chaque acteur de la région, chaque État capable du nucléaire observant de l'extérieur de la région et chaque gouvernement qui a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en croyant qu'il établissait des contraintes significatives au développement d'armes, sait maintenant que 14 jours constituent la distance entre la volonté politique et une matière fissile configurée pour une arme à Téhéran. Cette connaissance ne disparaît pas lorsque les négociations commencent. Elle ne disparaît pas lorsque les bombes tombent. Elle s'installe de façon permanente dans le calcul stratégique de chaque gouvernement qui doit décider comment agir dans un monde où l'Iran a franchi la ligne que tout le monde disait qu'il ne serait pas autorisé franchir. La décision de ce qu'il faut faire ensuite appartient à Washington, à Jérusalem, aux dirigeants iraniens qui lisent les mêmes évaluations du renseignement à travers leur propre prisme. Mais la décision de ce qui est déjà arrivé appartient au mardi matin. Et le mardi matin est déjà arrivé.